Maman, cette année, on fera Noël sans toi, ce sera plus simple. Je me souviens encore du ton. Ni colère, ni tristesse. Juste cette neutralité polie, presque administrative, comme une phrase prononcée au téléphone par un banquier. Il faisait froid, dehors comme dans sa voix. J'étais assise près de la fenêtre, à mon bureau en bois clair, celui qu'Henri avait verni de ses mains. Il y avait, devant moi, une carte postale de la mer, celle que mon fils m'avait envoyée il y a 3 ans, quand ils étaient partis à Biarritz. Depuis, plus rien. Et maintenant, cette phrase. Je crois que je n'ai rien dit tout de suite. Le silence, c'est une manière de se protéger quand les mots peuvent vous tuer. J'ai simplement regardé la vapeur s'élever de ma tasse de thé, et j'ai entendu ma propre respiration devenir étrangère. Plus simple, il avait dit. Plus simple sans moi. Comme si ma présence compliquait la fête. Comme si ma voix, mes mains ridées, mes souvenirs, étaient des fautes de goût. J'ai raccroché doucement. Le téléphone est resté longtemps dans ma main. Il y avait encore la chaleur de son oreille, ou peut être celle du chagrin. Puis le silence a envahi la pièce. Ce silence que l'on ne choisit pas. J'ai posé le combiné, me suis levée, et j'ai regardé le sapin miniature que j'avais installé 3 jours plus tôt, une habitude, même seule. Les guirlandes ne clignotaient plus. Une ampoule avait rendu l'âme, et le reste du fil semblait s'être éteint par solidarité. Je me suis approchée du miroir du couloir. Mon reflet m'a surprise. Ce n'était pas tant la vieillesse que j'y ai vue, mais une sorte d'effacement. J'étais devenue une silhouette en marge de mon propre cadre. Pendant un instant, j'ai pensé à ne rien faire, à rester là, à attendre que les jours passent. Après tout, on survit à bien pire. Mais une phrase revenait sans cesse, obsédante. Sans toi, sans moi. Comme on dit, sans sucre, sans importance. J'ai repris le combiné, j'ai voulu rappeler. Mais je savais que la voix de ma belle-fille répondrait. Elle le faisait toujours. Depuis des années, elle filtrait tout. Les appels, les invitations, les conversations, les émotions. Une gardienne souriante, polie, mais impitoyable. Je l'avais pourtant accueillie avec douceur, cette femme. Le jour où elle a rencontré mon fils, j'avais préparé un rôti et sorti la nappe blanche. Elle avait parlé de ses études, de ses projets, de son ambition. J'avais vu dans ses yeux un éclat d'inquiétude. J'avais cru que c'était de la timidité. Ce n'était pas ça, c'était le calcul. Mais ça, je ne l'ai compris que bien plus tard. Ce soir-là, après l'appel, j'ai ouvert mon carnet vert. Le vieux carnet où je notais autrefois les menus de Noël, les cadeaux, les adresses. Depuis quelques années, il servait à autre chose. Y consigner les dates, les phrases, les petits gestes qui blessent sans qu'on les voie venir. Un dossier du cœur, mais tenu avec la précision d'un notaire. J'ai écrit, lentement, 13 décembre, 18-10-7. Maman, cette année, on fera Noël sans toi. Ce sera plus simple. Et j'ai laissé la phrase respirer sur le papier. Elle semblait plus lourde une fois écrite, plus vraie, presque officielle, comme un acte de rupture. Puis, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une forme étrange de calme. Pas de rage, pas de désespoir. Une lucidité glacée. Je me suis rappelé ce que m'avait dit un jour mon avocat, Maître Lenoir, quand j'avais vendu la maison familiale après la mort d'Henri. « Madame, quand on vous pousse dehors, ne claquez pas la porte. Notez, signez, et revenez par le bon côté du droit. » Cette phrase m'était restée. Et soudain, elle a pris tout son sens. J'ai refermé le carnet, rangé la tasse vide et sorti le vieux manteau beige que je portais pour les grands départs. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais ce que je devais faire. Ne pas mendier ma place. Pas cette fois. Dans le hall, j'ai ouvert la boîte à lettres. Il y avait, parmi les factures, une enveloppe crème adressée à Madame Veuve Morel. L'écriture ronde de ma petite fille, Élodie, 8 ans. Sur la carte, un dessin maladroit, un sapin penché, des étoiles collées au ruban. Et ces mots, « À mamie, joyeux Noël, viens vite ». J'ai souri malgré tout. Les enfants sentent les injustices avant qu'on leur en parle. Je me suis assise sur le banc du palier, l'enveloppe entre les doigts. Et j'ai compris. S'ils ne voulaient pas de moi pour Noël, ils auraient quand même ma présence.
sous une autre forme. Pas celle qu'ils attendaient. Le lendemain matin, j'ai composé un autre numéro. Pas celui de mon fils. Celui de Maître Lenoir. Maître? C'est moi, Jeanne Morel. Oui, je vais bien. Enfin, presque. Dites-moi, est-ce que vous travaillez aussi pendant les fêtes? Un silence, puis un léger rire, à l'autre bout du fil. Pour vous, Madame Morel, toujours. Que se passe-t-il? Disons que cette année, je ne serai pas invitée à Noël. Mais j'aimerais quand même qu'on y parle de moi. Il n'a rien répondu d'abord. Puis, d'une voix basse, « Je vous écoute. » Alors, j'ai raconté. Les mois d'indifférence, les comptes qu'il gérait dans mon dos, les signatures qu'on me demandait sans explication, les rendez-vous annulés. Et cette phrase, « Enfin, sans toi ». Il n'a pas commenté, juste quelques notes de stylo. Quand j'ai terminé, il m'a dit calmement, « Je crois qu'il est temps qu'il comprenne que vous n'êtes pas effaçable. Laissez-moi m'en charger. » J'ai senti une chaleur nouvelle m'envahir, comme si quelqu'un rallumait une bougie éteinte depuis longtemps. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré profondément. Le soir du 24 décembre, pendant qu'ils dressaient la table sans moi, un homme en costume gris a sonné à leur porte, porteur d'une lettre officielle. À l'intérieur, mon silence, mis en mots légaux. Mais ça, je vous le raconterai après. Avant d'être cette femme qu'on écarte, j'ai été une femme qu'on attendait. Henri m'attendait toujours, même pour les petites choses. Un repas, une promenade, une simple parole. Nous nous étions rencontrés en 1969, dans une petite librairie de la rue des Ursulines. J'étais vendeuse à la mercerie d'à côté, lui venait acheter un journal tous les samedis. Il me saluait d'un signe de tête, discret, un peu gauche. Un jour, il m'a demandé si j'aimais la mer. J'ai répondu oui, évidemment. Il a souri, et sans rien dire, il m'a tendu un coquillage qu'il gardait dans sa poche, un minuscule coquillage gris, poli par le temps. Pour vous rappeler qu'elle existe, même quand on la voit pas. Athée, il murmurait. C'est ainsi que tout a commencé. Nous étions d'un autre temps, celui où l'amour se disait en gestes simples. Henri travaillait à la SNCF. Moi, je faisais des ourlets pour les voisines le soir. Nous avions peu, mais tout ce que nous possédions était choisi, pesé, entretenu. En 1972, nous avons acheté notre première maison, une petite bâtisse en pierre, dans un quartier ouvrier de Tours. Les murs sentaient le plâtre neuf et l'avenir. Henri avait les mains larges, les ongles toujours tachés de graisse, mais une douceur d'homme rare. Chaque dimanche, il cuisinait le lapin à la moutarde et écoutait Charles Aznavour en balayant la terrasse. Nous n'avions pas de vacances, mais des étés pleins de soirs tièdes, de citronnades et de rires. Le bonheur se tenait là, dans le peu qu'on partageait. Puis est né Marc, notre unique fils. Henri pleurait en le regardant dormir. Il disait « Je veux qu'il ait une vie meilleure que la mienne, et j'ai fait de ce vœu la mission de ma vie. Tout ce que j'ai gagné, cousu, mis de côté, je l'ai fait pour lui. Quand Marc a eu 10 ans, je me suis remise à travailler à temps plein pour qu'il puisse aller au lycée privé. Je comptais les pièces dans une boîte de fer, chaque semaine. Henri rentrait tard, fatigué, mais il souriait en me voyant assise à la table, entourée de factures. « T'es forte, Jeanne, » il disait. « Mais pense à toi un peu. » Je ne savais pas encore que penser à soi. C'était déjà une forme de résistance. Les années ont filé. Henri est tombé malade. Un cancer du pancréas, brutal, sans sommation. 3 mois. 3 mois de lutte, d'hôpitaux, de silence dans la cuisine. Il m'a laissé une lettre, courte, sur un coin de nappe. Ne te laisse pas faire, Jeanne, ni par la vie, ni par les gens. J'ai posé cette lettre dans mon carnet, entre 2 factures EDF. Elle y est encore. Après sa mort, la maison est devenue trop grande, trop vide. Marc a insisté pour que je vienne vivre près de lui, à Nantes, pour ne pas être seule. Je me suis laissé convaincre. On veut croire que la tendresse d'un enfant suffit à combler les absences. J'ai vendu la maison de Tours, celle où Henri avait gravé nos initiales sur la poutre du grenier. C'est lui qui avait choisi la pierre, réparé les tuiles, repeint la clôture chaque printemps. Quand j'ai signé la vente, j'ai senti qu'une partie de lui partait avec les clés. À Nantes, tout était différent. Marc avait bien réussi,
Ingénieure, maison moderne, jardin impeccable, une femme qui gérait tout efficacement. Moi, j'étais l'invité qu'on installe dans la chambre d'amis, avec un plateau repas et un téléviseur portable. Je n'en voulais à personne. J'étais reconnaissante. C'est ce que je me répétais chaque soir. Les premiers mois, je m'occupais du linge, du petit déjeuner, du jardin. Je faisais ce que j'ai toujours fait, rendre service. Puis, petit à petit, on m'a demandé d'en faire un peu moins. Repose-toi, maman. Tu es fatiguée. Laisse, on va s'en occuper. Les gestes se sont inversés. Ma place, sans que je m'en aperçoive, s'est rétrécie. Un jour, ma belle-fille, Claire, a proposé de m'aider à gérer mes papiers. Elle avait ce ton doux qui ne laisse pas de place à la discussion. Elle m'a demandé ma procuration bancaire, juste pour payer les charges. J'ai signé, sans lire. Par confiance, par amour, par habitude aussi. Je croyais encore que le lien du sang suffisait à protéger. Mais avec le temps, je suis devenue une sorte d'ombre utile. On m'appelait pour garder Élodie, pour dépanner, pour surveiller la maison pendant leurs vacances, et quand je rentrais chez moi, on me déposait devant la porte comme un colis. Pourtant, chaque Noël, je préparais un gâteau, une nappe repassée, un foulard pour Claire, une boîte de marrons glacés pour Marc. J'y mettais tout ce qu'il me restait d'amour et de dignité. Et chaque année, quelque chose s'effritait un peu plus. Une invitation arrivait tard, une chaise éloignée de la table, une photo manquante dans le cadre. J'aurais dû voir venir la phrase du 13 décembre. Elle n'était que la suite logique d'un effacement long, discret, poli, ce qu'on appelle l'usure de la place d'une mère. Mais à l'époque, je ne le savais pas encore. J'étais simplement une femme qui croyait que les liens de famille résistaient à tout. Et si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour pleurer. C'est pour que vous compreniez, on ne devient pas indésirable en un jour. On le devient à force de dire merci quand on devrait dire non. Les signes du rejet, on ne les remarque pas tout de suite. Ils s'infiltrent doucement, comme une humidité dans les murs, invisibles au début, puis soudain, tout craque. Chez Marc et Claire, les premières fissures ont pris la forme de phrases anodines. « Tu veux du sucre, maman ?»« Ah non, je crois que le docteur t'a dit d'éviter. » Ou encore « Ne te fatigue pas, tu es mieux assise. » Cela partait d'un bon sentiment, paraît-il. Le bon sentiment est parfois la plus belle des couvertures pour la mise à l'écart. Je me souviens d'un dîner, un samedi soir. Ils avaient invité des amis, un couple de cadres, très élégant. J'avais préparé un gratin dauphinois, comme autrefois. Quand j'ai voulu le poser sur la table, Claire a posé sa main sur mon bras. « Laisse maman, on a prévu autre chose. C'est trop riche pour nous maintenant. » Elle a dit ça avec un sourire. Mais son regard cherchait déjà celui de Marc, complice et rapide. Le plat est resté sur le plan de travail, seul, comme moi. À la fin du repas, j'ai rangé les assiettes. J'ai entendu Claire rire. « Ta mère, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle fait le service comme à l'ancienne. » Tout le monde a ri, sauf moi. J'ai simplement hoché la tête, par réflexe. Le lendemain, j'ai écrit dans mon carnet. Samedi 22 juin. Trop riche pour nous. Je notais ces phrases comme d'autres notent la météo. Parce qu'un jour, je savais qu'il faudrait relire le climat exact de ma vie. Les jours suivants, j'ai senti que tout ce que je faisais devenait maladroit, déplacé ou inutile. On m'a gentiment proposé de ne plus plier le linge, parce que Claire aime le faire à sa façon. Puis, de ne plus arroser les plantes. Elles ont un programme d'arrosage automatique maintenant. Même mes gâteaux sont devenus trop sucrés. Un après-midi, j'ai voulu aider Élodie à faire ses devoirs. Elle m'a regardé avec ses grands yeux clairs et m'a dit doucement « Maman dit que tu ne comprends plus les mathématiques d'aujourd'hui. » Je n'ai rien répondu. J'ai seulement senti le sol bouger sous mes pieds. Les enfants répètent ce qu'ils entendent. C'est ce qui fait leur pureté et notre douleur. Petit à petit, ma présence est devenue un service. On me demandait de garder la maison, d'attendre un colis, de nourrir le chat. Et moi, je disais oui, toujours oui, pour rester utile. Parce qu'une mère inutile, c'est une mère qui dérange. Un soir d'octobre, Claire est entrée dans ma chambre sans frapper. « J'ai pris rendez-vous avec ton banquier pour toi. Ça ira plus vite. » Je l'ai regardée.
stupéfaite. Mais je ne t'ai rien demandé, Claire. Elle a souri. Je sais, mais tu es si gentille. Tu ne veux pas déranger. Laisse-moi faire. Je gère déjà tout pour Marc. Le mot gérer m'a glacé. Gérer. Comme on gère un dossier, une succession, une charge. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à observer. En silence. J'ai remarqué qu'on rangeait mes papiers ailleurs, qu'on déplaçait mes clés, qu'on changeait mes médicaments de place pour m'aider. Des détails, mais ensemble, ils formaient un dessin. Et ce dessin disait une seule chose. Tu n'es plus maîtresse de rien. Marc, lui, restait absent. Toujours en déplacement, toujours pressé. Quand il était là, il disait « Tu sais, maman, Claire s'occupe de tout. C'est formidable. Tu es entre de bonnes mains. » Et moi, je répondais « Oui, sûrement. Parce qu'il vaut mieux parfois laisser croire qu'on dort, pour mieux écouter. » Je n'ai jamais cherché la confrontation. Ce n'est pas dans ma nature. Mais j'ai commencé à garder des copies, à vérifier mes relevés, à cacher certains courriers. Non pas par vengeance, mais par instinct. Celui qu'on développe quand on sent qu'on va vous tondre la tête pendant que vous dormez. Un matin, j'ai retrouvé dans la cuisine une enveloppe ouverte à mon nom. À l'intérieur, une correspondance de ma banque. Claire a simplement dit « Je me suis permise de vérifier. » C'était urgent. Je n'ai rien dit. Mais j'ai noté l'heure, la date, la phrase exacte. Mon carnet commençait à ressembler à un dossier. Les humiliations se sont faites plus fines encore. À table, on parlait de projets de vacances, d'achats, de rénovation. Jamais personne ne me demandait mon avis. J'étais là, mais invisible, comme un meuble familier dont on ne sait plus s'il est encore à sa place ou déjà en trop. Puis il y a eu cet épisode du dimanche de Toussaint. Claire avait organisé un déjeuner. Quand je suis arrivée avec mon bouquet de chrysanthèmes pour Henri, elle m'a regardée comme si j'apportais une faute. « Oh, c'est gentil, mais on évite les fleurs funéraires sur la table, maman. » Je les ai déposées dehors, sur la terrasse. Le vent les a couchées. J'ai pensé à Henri. Lui, au moins, n'aurait jamais laissé le vent décider à ma place. Ce soir-là, j'ai compris que je vivais déjà dans un Noël sans chaise. Je ne savais pas encore quelle forme prendrait ma réponse, ni que la justice, un jour, viendrait s'asseoir là où on m'avait ôté la place. Mais dans le silence de ma chambre, en fermant mon carnet, j'ai murmuré. On me retire de la table, mais pas de ma propre histoire. La goutte d'eau est souvent un détail, un papier, une phrase, un geste trop assuré. Chez moi, elle a pris la forme d'une signature qui n'était pas la mienne. C'était un mardi matin, gris et froid. J'avais reçu une lettre de la banque m'informant d'un ajustement de procuration sur mon compte principal. J'ai d'abord cru à une erreur. Je ne m'étais rendu à aucun rendez-vous. Je ne signais plus rien sans lire, depuis l'épisode du banquier trop prévenant. Alors j'ai pris le bus pour le centre-ville. Au guichet, une jeune conseillère, très aimable, m'a demandé ma pièce d'identité. Puis, avec un sourire prudent, elle a cherché quelque chose dans l'ordinateur. « Ah, oui. Nous avons reçu votre signature pour la mise à jour de la procuration de Madame Claire Dubois. Tout est en ordre. » Ma signature ? Oui, le document est ici. Elle m'a montré la feuille. Et là, mon cœur s'est arrêté. Une imitation maladroite, mais reconnaissable. Mon nom, écrit trop vite, avec un G arrondi que je n'ai jamais fait. Je suis restée immobile. J'ai senti le rouge me monter au visage. Ceci n'est pas ma signature. La jeune femme a pâli. Ah, dans ce cas, il faut faire une déclaration de contestation. Mais la procuration a déjà été utilisée pour un virement récent. Voulez-vous voir ? J'ai hoché la tête. Et là, j'ai vu le nom de mon fils. Marc, un transfert de 3 500 €, aide aux travaux. J'ai quitté la banque sans un mot, le papier plié dans ma poche. Je marchais dans le vent comme une somnambule. À chaque pas, je me répétais. Ils ont osé. De retour chez moi, j'ai sorti le carnet vert. J'ai collé la photocopie du document, noté la date, l'heure, le montant, et j'ai écrit en dessous. Signature falsifiée. Complicité probable. Ne pas se taire. Ce jour-là, je ne me suis pas sentie vieille. Je me suis sentie trahie, oui, mais lucide.
Une lucidité violente, presque physique. La confiance, c'est un verre. On croit qu'il se fend lentement, mais en vérité, il se brise d'un seul coup. Le soir, j'ai appelé Marc. Je n'ai pas parlé de la banque. J'ai simplement dit « Tu seras là dimanche ?» J'ai fait un pot au feu. Il a répondu qu'il verrait avec Claire. Ce ton, toujours neutre, presque professionnel. J'ai compris que quelque chose s'était renversé depuis longtemps. Il n'était plus mon fils. Il était son associé domestique. Quand ils sont arrivés, j'ai laissé la table dressée. Je les ai observés, calmes, polis, l'air pressé. J'ai servi la soupe, puis j'ai posé la louche et dit doucement « Je suis allé à la banque ce matin. » Un silence. Claire a relevé la tête. « Ah ? Pourquoi faire ?» Pour vérifier une signature. Marc a posé sa cuillère. « Maman, qu'est-ce que tu insinues ?» Je les ai regardés, un par un, avec cette lenteur que j'ai apprise de la douleur. Je n'insinue rien. Je constate. Claire a rougi, puis a sorti un discours préparé. « C'était pour t'aider. Tu es si fatiguée. Tu oublies parfois. On a fait au mieux. » Mais dans ses yeux, j'ai vu autre chose. La panique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit « Je ne t'ai jamais donné le droit de me simplifier. » Puis j'ai rangé la vaisselle, lentement, sans un mot de plus. Ce soir-là, j'ai dormi d'un sommeil étrange, presque tranquille, car à partir de ce moment-là, je savais que je n'étais plus victime. Le lendemain, j'ai relu la lettre qu'Henri m'avait laissée. « Ne te laisse pas faire, Jeanne. Ni par la vie, ni par les gens. » J'ai compris que c'était l'heure de tenir ma promesse. J'ai pris rendez-vous avec Maître Lenoir. Il m'a reçu dans son bureau tapissé de livres. J'ai posé le papier devant lui. Il a levé les yeux vers moi. « Falsification. C'est grave, Madame Morel, très grave. Vous souhaitez déposer plainte ? Pas encore. Alors, je veux qu'ils sachent que je sais. Et je veux que tout soit prêt pour le jour où ils comprendront que je ne suis pas seule. » Il a souri. Ce sourire complice des gens qui savent ce qu'est la dignité. « Dans ce cas, nous allons constituer un dossier. Je garderai copie de tout. Et nous rédigerons ensemble une lettre à votre notaire. » Ce soir-là, en rentrant, j'ai senti la maison respirer avec moi, comme si les murs, enfin, avaient entendu. J'ai allumé une bougie pour Henri, posé le carnet vert sur la table et écrit « À partir d'aujourd'hui, je ne subis plus. J'observe, je note, j'agis. » C'était ma déclaration de guerre silencieuse. Et à Noël, quand ils ont cru que j'étais trop fragile pour venir, ils ignoraient qu'au même moment, un courrier recommandé portait déjà mon nom sur leur table. L'enveloppe beige portait le cachet de Maître Lenoir. À l'intérieur, la vérité commençait à s'écrire. Les jours qui ont suivi cette découverte ont eu la lenteur étrange de ceux où tout vacille, mais rien ne bouge encore. Je vivais dans un calme trompeur, comme après une tempête dont on ne sait pas encore si elle va revenir. Je ne parlais à personne. Marc et Claire ne m'appelaient plus. Ils devaient se douter que quelque chose avait été découvert, ou peu. Être croyait-il que, comme d'habitude, j'allais me taire. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le silence d'une mère n'est pas toujours un renoncement. Parfois, c'est un refuge où la stratégie mûrit. Les nuits étaient les plus dures. Je me réveillais à 3 heures du matin, sans raison apparente. Les souvenirs se mêlaient. Henri dans son bleu de travail, Marc petit garçon courant dans le jardin, puis Claire me souriant faussement à la table du salon. Je me levais, faisais du thé, m'asseyais devant la fenêtre. La rue dormait, mais dans ma tête, tout s'éclairait peu à peu. J'ai commencé à relire mon carnet vert. Page après page, j'ai compris que depuis des années, je notais sans le savoir les preuves d'une dépossession progressive. Des gestes, des mots, des signatures. Chaque phrase était une trace, chaque date une pièce à conviction. Ce carnet, que je croyais intime, devenait un instrument de défense. Une nuit, j'ai ouvert le tiroir du secrétaire d'Henri. À l'intérieur, il y avait encore sa vieille lampe de poche et une pochette de cuir. Dedans, nos anciens papiers, contrats de mariage, factures, titres de propriété, lettres de la mutuelle. Tout était là, en ordre. En relisant ces documents, j'ai senti sa présence. Henri avait toujours tout classé, tout anticipé. Il avait confiance dans la rigueur. Et moi, j'allais m'en servir.
Je me suis dit, tu n'es pas folle, Jeanne. Tu n'es pas faible. Tu es simplement devenue gênante pour ceux qui veulent simplifier leur vie avec ton héritage. Ce mot, héritage, je n'y avais jamais vraiment pensé. J'avais toujours cru que la transmission se faisait en amour, pas en bien. Mais dans le monde de Marc et Claire, l'amour ne se compte pas en souvenirs, il se chiffre en mètres carrés et en comptes bancaires. Alors j'ai décidé de reprendre la main, pas en criant, pas en accusant, en écrivant, en calculant, en consultant. Henri aurait approuvé. Le lendemain, j'ai appelé Maître Lenoir. Il a accepté de me revoir, discrètement. Vous avez bien fait de venir, Madame Morel. Ces histoires de procuration, c'est souvent le début d'une dépossession organisée. Je l'ai écouté en silence, le cœur serré. Je ne veux pas les détruire, maître, ai-je dit. Je veux seulement qu'ils comprennent que je ne suis pas effaçable. Il a souri. Alors il faut documenter. Tout. Chaque mouvement, chaque courrier. Et surtout, ne les avertissez pas. Vous resterez poli, mais imprévisible. Ces mots m'ont donné de la force. J'ai ouvert un classeur neuf, avec des intercalaires. J'y ai rangé les copies de mes relevés, les lettres, les tickets, les notes du carnet. Chaque matin, je faisais ma toilette. Je coiffais mes cheveux gris. Je mettais du rouge sur mes lèvres, ce rouge qu'Henri aimait. Ce n'était pas de la coquetterie, c'était une armure. Peu à peu, une forme de clarté s'est installée. Je revoyais les années passées, les erreurs accumulées par bonté. Je me suis demandé pourquoi tant de femmes comme moi finissent par s'excuser d'exister. Pourquoi on nous apprend à être raisonnable plutôt qu'à être respecté. Un soir, alors que j'écrivais dans le carnet, j'ai entendu frapper à ma porte. C'était Élodie, ma petite fille. Elle venait d'un pas timide, les joues rouges de froid. Papa m'a laissé descendre te dire bonsoir. Je l'ai fait entrer. Je lui ai préparé un chocolat chaud. Elle a regardé autour d'elle, puis m'a dit à voix basse « Maman dit que tu es triste. Mais moi, je trouve que tu as les yeux des gens courageux. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai simplement posé ma main sur la sienne. Dans son regard, j'ai vu l'avenir que je voulais protéger. Pas l'argent, pas la maison, mais cette lumière-là. Quand elle est repartie, j'ai compris que ma lutte n'était pas contre eux, mais pour moi et pour elle. Pour qu'un jour, elle sache qu'on peut se défendre sans crier, et qu'on peut rendre la justice sans haine. Les jours suivants, j'ai commencé à préparer le terrain. J'ai pris rendez-vous à la mairie pour obtenir des copies officielles de certains actes. J'ai appelé mon notaire, maître Delaunay, à Tours, pour vérifier la validité de mes anciens testaments. Il a confirmé que je pouvais en rédiger un nouveau, plus clair, plus moderne. J'ai accepté. Chaque soir, j'éteignais la lumière, le cœur battant, en me répétant « Patience, Jeanne. La vérité se prépare comme une pâte à pain, lentement, dans le silence, jusqu'à ce qu'elle lève d'elle-même. » Et au matin du 20 décembre, quand le téléphone a sonné un numéro inconnu, la voix du cabinet de Maître Lenoir, confirmant l'envoi des courriers recommandés, j'ai su que le moment approchait. Cette fois, Noël aurait lieu, pas autour d'un sapin, mais autour d'une vérité signée. La préparation d'une revanche, quand on a 78 ans, ne ressemble pas à un film. Il n'y a ni cri, ni vengeance théâtrale, ni porte claquée. Il y a des papiers, des signatures, du silence, et une rigueur que seule la douleur rend possible. Les jours précédant Noël furent étrangement lumineux. Le froid sec faisait miroiter les toits. Les passants se pressaient les bras chargés de paquets. Et moi, je marchais d'un pas tranquille, carnet vert sous le bras, vers le bureau de mon notaire. Maître Delaunay m'attendait, le même homme qui, 20 ans plus tôt, avait enregistré la vente de notre maison de Tours. Il avait vieilli, lui aussi, mais son regard restait franc. « Madame Morel, quel plaisir de vous revoir. Vous m'avez parlé d'un testament à réviser ?» J'ai hoché la tête. « Oui, je veux tout mettre au clair. Et surtout, je veux que tout soit à l'abri de la simplification familiale. » Il a souri un sourire de ceux qui savent lire entre les lignes. Je lui ai raconté, calmement, la procuration, la signature imitée, les virements. Il a pris des notes, méthodiques. Puis il a dit « Vous avez raison de réagir. Nous allons verrouiller. Aucun transfert ne sera possible sans votre présence physique. Et pour le reste, vous avez des volontés précises ?»« Oui,
Je veux léguer ma maison actuelle à Élodie, mais sous conditions suspensives, qu'elle ait 10 à 8 ans révolus et qu'elle suive encore des études. Pour le reste, je souhaite créer un petit fonds pour les femmes âgées isolées. Henri aurait aimé ça. Je parlais doucement, mais chaque mot était une pierre posée pour reconstruire ma dignité. Le notaire a tout noté, puis a ajouté « Et votre fils ? Mon fils aura ma mémoire. C'est suffisant. » Je suis sortie de là légère, presque rajeunie. J'ai pris un café dans le bistrot d'en face. Le serveur, un jeune homme à la barbe rousse, m'a servi un espresso en disant « Il fait beau pour décembre, non ?»« Oui, » ai-je répondu. « C'est un temps de clarté. » Dans mon sac, les documents bruissaient comme un cœur neuf. Les jours suivants furent consacrés à l'organisation. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom seul, j'ai transféré mes économies et j'ai demandé qu'aucune procuration ne soit accordée. Le conseiller, un homme d'âge mûr, m'a dit en souriant « Vous êtes prudente, Madame Morel. C'est rare à votre âge. Ce n'est pas de la prudence, monsieur. C'est de la mémoire. » Chaque soir, je relisais les lettres rédigées par Maître Lenoir. Des phrases sobres, juridiques, impeccables. Une lettre pour la banque, une autre pour le notaire, une troisième pour Marc et Claire, celle que l'avocat allait leur remettre la veille de Noël. Cette lettre n'était ni une menace ni une plainte. C'était une notification officielle, la révocation de toute procuration accordée, la mention d'une falsification constatée et la précision que toute action future sur mes biens sans mon accord serait immédiatement transmise au parquet. Noël, cette année-là, aurait donc son courrier particulier. Pendant que les autres achetaient des guirlandes, moi je reliais les preuves dans un classeur gris, étiqueté « Dossier vérité ». Henri aurait ri de me voir si sérieuse. Ou peu, être aurait-il simplement dit « Tu tiens la ligne, Jeanne ». Le 22 décembre, j'ai reçu un appel de Maître Lenoir. « Tout est prêt. Les courriers partiront demain matin, et l'un d'eux sera remis en main propre à votre fils, à son domicile. Souhaitez-vous que j'y ajoute un mot de votre part ?» J'ai réfléchi un instant. Oui. Écrivez simplement « Je ne suis pas absente, je suis vigilante ». Le lendemain, j'ai préparé ma maison. J'ai sorti une nappe blanche, allumé une bougie, disposé les quelques cartes de vœux reçues. J'ai préparé un repas pour une, avec soin, un gratin de poireaux et une tarte aux pommes. C'était le premier Noël que je passerais seule officiellement. Mais au fond, je savais que je n'étais pas seule. J'avais avec moi la patience des femmes qu'on croit effacées et la force tranquille des papiers signés dans le bon ordre. Dans la soirée, j'ai ouvert mon carnet vert. À la dernière page, j'ai écrit « 23 décembre ». Tous les documents envoyés. L'avocat ira à leur place. Moi, je resterai ici, avec ma paix et ma vérité. Je me suis souvenu du Noël d'autrefois. Henri qui chantait la bohème, Marc qui riait la bouche pleine de chocolat. Puis j'ai regardé le sapin miniature de cette année, décoré de guirlandes sobres, sans boules ni étoiles. Il brillait doucement dans la pénombre. J'ai compris que cette lumière-là me suffisait. Le 24 au matin, un homme en costume gris, porteur d'une sacoche de cuir, s'est présenté devant le portail de Marc et Claire. Il a sonné. Claire a ouvert, élégante, sûre d'elle, une serviette à la main. L'homme a tendu une enveloppe. « Madame Dubois ? Pour vous et Monsieur Morel. » Elle a pris la lettre, interdite. À l'intérieur, la voix du droit, écrite dans le calme. Mon silence, transcrit par la loi. Moi, au même moment, j'étais assise sur ma terrasse, un plaid sur les genoux, un thé chaud entre les mains. Le ciel était d'un bleu pâle, une mer d'hiver sans horizon. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose se redresser en moi, pas de la fierté, non, de la justice. Le lendemain, il y aurait des appels, des questions, être même des excuses feintes. Mais ce soir-là, j'avais déjà gagné ce que j'avais perdu depuis des années. Ma place. Le 24 décembre, vers 10 à 8 heures, le téléphone a sonné. Je savais que ce serait lui. Marc. J'ai attendu 3 sonneries avant de décrocher. Ce n'est pas par orgueil, non. C'est simplement pour lui rappeler que, désormais, je n'étais plus disponible à la minute, comme un service qu'on sollicite. « Maman ?»
Sa voix tremblait légèrement. Ce tremblement, je le connaissais. C'était celui de l'enfant pris en faute, mais qui espère encore inverser le cours des choses par un ton familier. « Oui, Marc, tu as fait intervenir un avocat ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé respirer son propre malaise. Je n'ai rien fait intervenir. J'ai simplement fait respecter la loi. Un silence, puis un soupir sec, nerveux. « Mais enfin, maman, c'est ridicule. On voulait juste t'aider. Tu t'es laissé influencer par quelqu'un qui te monte la tête. Ce quelqu'un s'appelle Maître Lenoir et il ne monte rien du tout. Il constate, c'est tout. » Il a baissé la voix, sans doute parce que Claire était là, dans la pièce. « Tu aurais pu m'en parler au lieu de nous humilier comme ça, le soir de Noël. » J'ai fermé les yeux. « Non, Marc. Ce n'est pas moi qui ai commencé l'humiliation. » Je l'ai entendu respirer fort, puis la voix de Claire, lointaine, tranchante, a traversé la ligne. « C'est pathétique, Marc. Laisse tomber. Elle veut jouer à la victime, qu'elle assume. » Et là, quelque chose s'est apaisé en moi. Oui, qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils s'enferment dans leur logique comptable et froide. Moi, j'étais déjà ailleurs. J'ai répondu calmement. « Claire, je vous souhaite un bon réveillon. Prenez soin d'Élodie. Elle n'a rien à voir avec vos calculs. » Puis j'ai raccroché. J'ai reposé le combiné doucement, comme on referme un dossier après la dernière pièce. Quelques minutes plus tard, un message vocal est arrivé. C'était Maître Lenoir. « Madame Morel, j'ai bien eu la confirmation de réception. Les lettres ont été ouvertes en votre présence juridique. Tout est en ordre. Vous êtes désormais protégée. Joyeux Noël, madame. Protégée. » Ce mot-là m'a ému plus qu'aucun autre. Depuis des années, j'avais protégé tout le monde sauf moi. Ce soir-là, enfin, j'étais de mon propre côté. J'ai éteint la lumière, allumé une seule bougie sur la table. Le parfum de cire m'a rappelé les veillées d'autrefois, quand Henri lisait les contes à Marc avant de dormir. Ce Noël-ci, je n'avais ni sapin brillant, ni rire d'enfant, mais j'avais reconquis mon territoire, ma maison, mon nom, mon droit. Le lendemain matin, le téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était un numéro inconnu. « Madame Morel, ici Maître Delaunay. Je vous informe que votre fils m'a contacté ce matin. Il semble vouloir clarifier la situation. » J'ai souri. « Clarifier ? Très bien. Mais qu'il passe par vous, pas par mon palier. » « Entendu, madame. » Je savais comment ce genre de bataille se termine. Jamais dans le vacarme, toujours dans les papiers. Les mots s'effacent, mais les documents restent. 2 jours plus tard, une lettre de Marc est arrivée. Une enveloppe blanche, son écriture hésitante. J'ai hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un ton faussement repentant. « Maman, on ne voulait pas te faire de mal. Claire a voulu aider, c'est allé trop loin. On devrait en parler calmement, sans avocat. Reviens dîner quand tu veux. Pas un mot d'excuse. Pas une reconnaissance de la falsification. Rien que des formules de convenance, comme une main tendue qui cache encore le contrôle. » J'ai rangé la lettre dans mon classeur gris, section conséquences, et j'ai simplement noté. 28 décembre. Tentative de reprise de contrôle déguisée en pardon. Ce jour-là, j'ai compris que la victoire n'était pas dans leurs regrets, mais dans ma tranquillité retrouvée. Les semaines suivantes, les nouvelles se sont raréfiées. Claire avait sans doute d'autres priorités que de s'occuper d'une belle-mère, devenue juridiquement gênante. Marc m'envoyait parfois des messages vagues. « Tout va bien ici. Élodie te demande. On t'appellera bientôt. » Je ne répondais plus. Le silence est parfois le seul langage que les manipulateurs ne savent pas décoder. Puis, un matin de janvier, j'ai reçu une carte postale d'Élodie, une petite aquarelle d'un village au bord de la mer, avec ces mots. « Mamie, papa dit que tu es fâchée, mais moi je t'aime toujours. Joyeux Noël en retard. » Je l'ai posée sur la cheminée. Oui, c'était à elle, à cet amour-là, que tout cela devait aboutir. À l'idée qu'une petite fille, un jour, sache que sa grand-mère n'a pas plié. Le piège s'était refermé, mais sans violence. Juste avec des signatures exactes, des lettres scellées et la force d'une mémoire intacte. Je n'ai pas gagné de fortune. J'ai gagné mieux.
la certitude que ma parole avait encore une valeur légale, et donc morale. Et parfois, le soir, quand je repense à tout cela, j'entends encore la voix d'Henri me dire « Tu vois, Jeanne, il suffisait d'écrire au lieu de crier. » Je lui réponds en silence, en regardant la flamme de ma bougie. « Oui, mon vieux. » Cette fois, ils ont entendu. Le mois de janvier a défilé dans une lumière froide et claire. Je marchais souvent seul, le long du parc près de la mairie. Les arbres nus me rappelaient que le silence aussi a ses saisons. Après l'automne du mépris, venait enfin l'hiver de la vérité. Les conséquences, elles, n'ont pas tardé. Un matin, j'ai reçu un appel du cabinet de Maître Lenoir. Sa voix était calme, presque amusée. « Madame Morel, votre fils a essayé de contester la révocation de la procuration. La banque nous a transmis le courrier. C'est assez... confus. » Confus? Oui. Il y parle d'un malentendu, de votre fatigue et de votre soi-disant influence par des tiers. J'ai souri. Il m'avait déjà dit cela quand j'ai refusé de signer. Vous savez, maître, certains enfants préfèrent croire que leur mère devient sénile plutôt que lucide. Il a ri doucement. Je vais lui répondre sur le ton du droit, pas de l'émotion. C'est plus efficace. Et ce fut fait. Dès la fin du mois, le dossier était clos. La banque avait confirmé l'irrégularité de la signature. Claire fut officiellement écartée de tout accès à mes comptes. J'ai appris, par une voisine, que la scène avait été violente. Cris, portes claquées, Marc dépassé, Claire furieuse. Le masque de la perfection s'était fissuré. Je n'ai rien dit, rien fait. J'ai simplement continué à vivre. Mais, à travers les rumeurs du quartier, j'apprenais peu à peu la vérité de leur monde. Les travaux de la maison stoppés faute de liquidité, les tensions entre eux, les reproches en cascade. Claire accusait Marc d'avoir laissé faire sa mère. Marc lui reprochait d'avoir trop voulu gérer. Le vernis s'effritait, comme un meuble mal ciré. Un soir, j'ai croisé Marc, seul, à la sortie du supermarché. Il avait les épaules basses, le visage tiré. Il m'a vu avant que je ne le voie. Il a hésité, puis s'est approché. « Tu fais tes courses toute seule maintenant, comme une grande fille ?» ai-je répondu en souriant. Il a soupiré, cherchant ses mots. Claire, exagère parfois. Mais elle pensait bien faire. Bien faire pour qui? Il n'a pas su répondre. Alors j'ai ajouté doucement. « Tu sais, Marc, je ne t'en veux pas. Mais je ne te confie plus rien. Il y a une différence. » Cette phrase-là, je ne l'avais jamais dite à personne. Elle m'a libéré. Après cet échange, il s'est éloigné. Lentement, comme un homme qui sait que la conversation ne s'ouvrira plus jamais de la même manière. Les semaines suivantes, j'ai reçu 2 lettres. Une de Claire, l'autre d'Élodie. Celle de Claire était sèche, pleine de phrases administratives et de reproches voilés. « Nous espérons que vous mesurez les conséquences de vos démarches. Vous auriez pu régler cela en famille. Maintenant, tout le monde souffre. » Je l'ai lu sans colère. Les manipulateurs parlent toujours de souffrance quand le contrôle leur échappe. Celle d'Élodie, en revanche, m'a fait pleurer. Des mots simples, écrits au crayon. « Mamie, papa dit que tout est compliqué. Moi, je veux juste te revoir. J'ai gardé ton dessin du chat. » J'ai répondu à Élodie. Pas à son père, pas à sa mère. À elle seule, une carte, discrète. « Ma chérie, la vérité n'est jamais compliquée. Elle demande juste du courage. Je t'aime fort, mamie. » À partir de là, les nouvelles se sont espacées. Marc ne m'appelait plus. J'ai appris par le voisinage qu'ils avaient vendu leur maison. Trop de dettes, trop de tensions, disait-on. Ils s'étaient installés dans un appartement plus petit, près du périphérique. Claire avait repris le travail à temps plein. Marc, lui, semblait fatigué, vieilli. Je n'ai ressenti ni vengeance, ni satisfaction. Seulement cette étrange paix de celles qui ont enfin arrêté de subir. Un après-midi de mars, j'ai croisé Maître Lenoir par hasard, au marché. Il achetait des poireaux. « Madame Morel, quelle coïncidence! On finit toujours par se croiser là où la vie reste simple. » Et je souris. « Vous savez, votre dossier m'a marqué. Votre calme, votre méthode. Beaucoup de clients hurlent, menacent, se perdent dans la colère.
Vous avez écrit. Et c'est cela qui a tout changé. J'ai haussé les épaules. Écrire, c'est ma manière de respirer. Et puis, on ne se défend pas contre ses enfants avec du bruit, mais avec des preuves. Il a souri, admiratif. Je crois que vous venez de résumer tout le code civil en une phrase. Nous avons ri. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri sans amertume. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai ouvert les fenêtres. L'air sentait le printemps. Sur la table, mon carnet vert était là, usé, gonflé de feuillets. J'ai tourné les pages lentement. Les phrases du début me semblaient venir d'une autre femme. Celle qui demandait pardon d'exister n'était plus moi. J'ai ajouté une dernière note à la fin. Aujourd'hui, ils vivent sans moi. Moi, je vis avec moi. C'est un meilleur équilibre. Puis j'ai fermé le carnet. Définitivement. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à trier mes affaires. Non pas pour mourir, mais pour repartir plus léger. J'ai vendu quelques meubles, donné des vêtements, rangé les photos dans des boîtes, et un matin, sans prévenir personne, j'ai pris un train pour la côte. Je me suis installé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une petite ville de mer. Là-bas, personne ne me connaissait, personne ne me réduisait à mon rôle de mère. On m'appelait Madame Jeanne, tout simplement. C'est dans ce silence marin, entre les mouettes et l'odeur de sel, que j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Le droit d'exister sans justification. Je n'ai plus parlé d'eux. Mais parfois, au détour d'un marché ou d'un rire d'enfant, une image d'Élodie me revenait. Alors je murmurais, pour moi seule, qu'elle sache un jour que le courage ne se crie pas. Il s'écrit. La mer m'a accueilli comme une vieille amie. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'air sentait la menthe et le sel, le vent jouait dans les rideaux, et les jours avaient cette lenteur qu'on croyait perdue. J'avais loué un petit appartement au 2e étage d'une maison claire, avec un balcon minuscule qui donnait sur le port. Chaque matin, les pêcheurs passaient sous mes fenêtres, les bottes pleines d'algues et de rires. Je ne connaissais personne, et pour la première fois depuis longtemps, cela ne me faisait pas peur. L'anonymat est une bénédiction quand on a trop été regardé avec condescendance. J'ai appris à vivre autrement. Le matin, je marchais sur la plage avec mon carnet un nouveau. Cette fois, à la couverture bleue. Je n'y notais plus les blessures, mais les petits triomphes. Rire partagé avec la boulangère. Odeur de pain chaud sous la pluie. Aucune pensée de colère aujourd'hui. Je me suis lié d'amitié avec une femme du marché, Mireille. Elle vendait des confitures de figues et des histoires. Son mari était mort en mer il y a 30 ans, et elle disait toujours « On croit qu'on pleure les gens, mais on pleure surtout ce qu'on n'a pas osé vivre avec eux. » Je l'écoutais, émue. Nous buvions du café noir, assises sur des caisses retournées, en regardant la mer remuer les souvenirs. Petit à petit, j'ai recommencé à rire, à parler, à faire des projets. Un soir, à la bibliothèque municipale, j'ai trouvé un atelier d'écriture pour seniors. J'y suis allée sans prévenir. La jeune animatrice, Juliette, m'a accueillie avec chaleur. « On écrit sur nos vies, sur ce qu'on voudrait transmettre », m'a-t-elle expliqué. J'ai pris un stylo. Au début, ma main tremblait. Puis les mots sont venus, comme un souffle retenu trop longtemps. J'ai raconté une femme qui avait envoyé un avocat à sa place pour Noël. Les autres ont ri, puis se sont tus. Juliette m'a regardé, les yeux brillants. « C'est fort. Vous devriez continuer, Jeanne. » Alors j'ai continué. Chaque semaine, je revenais. Et peu à peu, mon histoire cessait d'être une plaie. Elle devenait une matière à écrire, une manière d'exister. Le 15 avril, j'ai reçu une lettre. L'écriture d'enfant m'a fait tressaillir. « Mamie, j'ai eu 9 ans. J'aimerais venir te voir. Papa dit que la mer, c'est loin, mais moi je crois que ce n'est pas si loin quand on veut. » J'ai relu ces mots plusieurs fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais être certaine que ce n'était pas une manœuvre. Mais 3 semaines plus tard, une autre carte est arrivée, signée seulement « Élodie ». Un dessin, une plage, une dame aux cheveux gris, un grand soleil. Alors, j'ai écrit « Quand tu viendras, je t'apprendrai à écouter le silence des coquillages. Ils racontent toujours la vérité. » En mai, elle est venue. Seule, pour 3 jours.
Marc m'avait appelé, d'une voix hésitante. « Je te la confie, maman. Elle voulait absolument te voir. »« Merci, » ai-je simplement répondu. Quand j'ai vu Élodie descendre du car, mon cœur s'est serré. Elle a couru vers moi, m'a serré si fort que j'ai cru fondre. Elle sentait le shampoing à la vanille et l'enfance entière. Nous avons marché jusqu'à la plage. Elle a ramassé des coquillages, puis m'a demandé « Mamie, tu es fâchée contre papa ?» Je me suis agenouillée, les yeux dans les siens. « Non, ma chérie. Je suis juste redevenue entière, et ton papa apprendra un jour ce que ça veut dire. » Le soir, nous avons mangé des crêpes au beurre salé. Élodie riait, me posait 1000 questions. J'ai compris que, malgré tout, la transmission continuait. Pas celle de l'argent, mais celle du courage. Quand elle est repartie, elle m'a laissé un dessin. 2 femmes sur la plage, la plus petite tenant la main de la plus grande. En bas, elle avait écrit « Le silence, c'est quand on s'aime sans se disputer. » J'ai pleuré, de joie, cette fois. L'été est arrivé. Je me suis fait une routine. Café chez Mireille, marché aux fleurs, lecture, écriture, promenade. La vie simple, pleine, propre. Parfois, je voyais des couples marcher main dans la main, des familles bruyantes autour d'une glace. Cela ne me rendait plus triste. On n'en vit pas ce qu'on a dépassé. Un soir, j'ai reçu une dernière lettre de Marc. 3 lignes. Je sais que j'ai tout gâché. Claire et moi, c'est fini. J'espère que tu vas bien. J'aimerais venir te voir un jour. Je n'ai pas répondu. Le pardon n'a de valeur que quand il vient sans demande. À la place, j'ai allumé une bougie pour Henri, posé le dessin d'Élodie à côté, et j'ai murmuré. Je n'ai plus de colère, seulement de la mémoire. C'est là, dans ce petit appartement baigné de vent, que j'ai compris ce qu'était vraiment la liberté. Ne plus dépendre ni de la reconnaissance des autres, ni de leur pardon. Certains soirs, je m'asseyais sur le balcon, un tricot entre les mains. La mer changeait de couleur à chaque minute. Je pensais à tout ce chemin parcouru de la table où l'on m'avait exclu à celle que je m'étais reconstruite, face à l'horizon. Le monde n'avait pas changé. Mais moi, si. Les marées avaient fini par rythmer mes journées. Chaque matin, la mer s'approchait de mon balcon comme une visiteuse fidèle, puis se retirait doucement, laissant sur le sable les traces de ce qu'elle avait emporté. Je me reconnaissais en elle. J'avais aussi tout perdu un jour ma place, mes illusions, mon fils, et pourtant, me voilà, debout, lavé de tout ce qu'on m'avait fait porter. L'hiver s'est adouci. Le vent avait cessé de griffer les vitres, et, un soir de février, j'ai sorti une nappe blanche, pas pour une fête, pour un dîner avec moi-même. J'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée depuis longtemps, celle qu'Henri aimait, un Bordeaux profond, au goût de terre et de cerises. Je me suis assise seule, mais jamais je ne m'étais sentie aussi en compagnie. Je regardais la bougie fondre lentement. La cire dessinait des chemins irréguliers sur la table, comme les années sur mon visage. Et je me suis dit que, vieillir n'était pas une chute, mais une élévation silencieuse. Ce soir-là, j'ai ouvert une dernière fois mon carnet bleu. J'ai écrit, en haut de la page, « À Élodie ». Puis j'ai ajouté, « On ne choisit pas toujours sa famille, mais on choisit la manière dont on la traverse. Pardonner ne veut pas dire oublier. Cela veut dire avancer sans se courber. J'ai compris qu'on ne récupère pas ce qu'on perd, mais qu'on peut sauver ce qu'on est. Je n'avais plus besoin d'écrire après cela. Je crois que j'avais bouclé quelque chose de plus grand qu'une histoire de Noël. C'était une histoire de dignité. Un matin de mars, la boulangère m'a dit « Vous avez toujours l'air paisible ».